douceur et atterrissage dans votre matinale. Madame, Monsieur, bienvenue à Matin Bonheur. Nous sommes donc très heureux de terminer ensemble cette semaine qui aura démarré avec des festivités marquant bien sûr la résurrection du Christ pour toute la communauté chrétienne et principalement pour les catholiques du monde entier. Aujourd'hui donc au sommaire, un programme divers et diversifié. On aura parlé bien sûr avec quelques invités qui nous font l'amitié de leur réveil et bien sûr du démarrage de leur journée en notre compagnie. On aura parlé de cybercriminalité, toujours le digital, ceci qui s'invite en entreprise avec un invité, on va dire, très instruit sur le sujet. Il s'appelle Monsieur Guillaume Almeida, il est conseiller en sécurité informatique. Mais ce ne sera pas tout. On aura bien sûr de la sécurité tout court. On vous indiquera la conduite à tenir lorsque vous vous retrouvez dans une situation ou dans un cas où vous êtes piqué ou mordu par un animal sauvage, domestique, c'est selon. Avec donc Yao Debouchard, on vous donnera la conduite à tenir donc. Doyer Diane, c'est notre invité thématique pour la page culture. Le bénévolat aujourd'hui, c'est une utopie ou une réalité? Est-ce que le don de soi sous nos auspices et de nos jours est devenu quelque chose de totalement désintéressé ou bien au contraire, il s'y cache en dessous des désirs, on va dire, voilés, mais qui ressortent peu à peu au fur et à mesure qu'on s'inscrit dans cette démarche du bénévolat? Ben voilà, on aura à discuter de cela avec notre invité dans quelques instants. Sinon, on a quelques infos animateurs pour vous en cette semaine. Des hommes et des femmes qui auront marqué toute la semaine depuis lundi 22 avril jusqu'à aujourd'hui 26. On parlera notamment des hommes de la semaine avec cette triste nouvelle qui nous a en tout cas secoué du côté on va dire d'Aboisseau. Le décès du père Richard Billet. Le corps sans vie du père Richard Billet a été retrouvé ce mercredi 24 avril 2019 à Afienou, localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Aboisseau. Face à cette disparition, donc, il y a eu plusieurs interrogations et aussi tragiques qu'inattendues. L'Église catholique de Côte d'Ivoire s'est exprimée, bien sûr, lors de la découverte le jour même. Mohamed Ibn Chambas, il était en visite de 48 heures, visite de travail bien évidemment en Côte d'Ivoire. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et chef du bureau des Nations Unies de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, UNOWACS, Mohamed Ibn Chambas a rencontré les acteurs de la vie politique ici en Côte d'Ivoire. Il leur a demandé de s'entendre afin de garantir les élections libres, apaisées et transparentes. En tout cas, c'est ce que nous on appelle de tous nos voeux. Et encore triste nouvelle, on l'aura vécu le week-end dernier avec cet attentat au Sri Lanka. Toutes les églises catholiques du Sri Lanka resteront fermées et aucune messe ne sera célébrée jusqu'à l'amélioration de la situation sécuritaire après les attentats de Pâques qui ont fait, ma foi, 359 morts dimanche dernier, a annoncé l'AFP, un haut responsable de l'église du côté du Sri Lanka. Et au Nigeria, on a d'autres nouvelles. Toujours pas réluisante, deux personnes dont un Britannique travaillant dans l'humanitaire, justement, on en parle en fin d'émission, ont été tués par balle et 4 touristes enlevés par des hommes armés dans un hôtel du nord du Nigeria, a annoncé dimanche la police. On a d'autres informations et celles-ci vous seront données par Régis Kofi et on revient dans quelques instants pour le sommaire à dérouler. Bonjour Alix, bien bonjour à vous, madame, monsieur, bienvenue dans ce premier point de l'actualité. Le président guinéen est à Abidjan. Depuis hier, Alpha Condé entame une visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. Reçu par le président Alassane Ouattara, les deux chefs d'État ont abordé des questions relatives au renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés. Ils sont relatifs, entre autres, à la commission mixte, au traité d'amitié et de coopération et au bon voisinage. Les travaux de la 8e session sur le marché financier africain ont démarré ce jeudi. Une rencontre qui se donne pour objectif de soutenir des marchés de capitaux africains. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan.
L'armée de l'air ivoirienne a reçu hier un nouvel aéronef, un appareil qui vient renforcer la capacité opérationnelle de l'armée. La CASA 295 a démontré ses performances exceptionnelles dans des conditions extrêmes propres à l'Afrique subsaharienne. Il a été reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. La 23e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 17e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail seront célébrées le 28 et 30 avril prochains. Ces journées visent à éveiller l'attention des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics sur l'importance des risques professionnels. Grâce Kando. Les statistiques sur les accidents du travail produites par l'Organisation internationale du travail révèlent 350 000 accidents mortels en Afrique chaque année. Et en Côte d'Ivoire, 8 000 cas sont enregistrés. La CNPS, avec le soutien du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, entreprend des campagnes de sensibilisation au niveau des entreprises, les aide à mettre en place des équipes de prévention. Elle aide également à lutter contre la gravité des accidents. Et je peux vous dire que ces dernières années, ces indicateurs ont connu une chute assez importante, qui nous encourage donc à poursuivre cette action que nous avons déjà commencée. La 23e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 17e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail sont l'occasion pour la Caisse nationale de prévoyance sociale d'animer plusieurs panels. En matière de santé et sécurité au travail, on a aujourd'hui dans des systèmes de gestion, de management de la santé et sécurité au travail les plus complexes, le rôle du fonctionnaire de la sécurité va jusqu'à piloter ces systèmes, ces changements, etc. Donc, c'est dire que le médecin seul dans l'entreprise ne peut pas résoudre toutes les problématiques de santé au travail. Il faut donc une équipe pluridisciplinaire et le fonctionnaire de la sécurité et santé au travail fait partie de cette équipe pluridisciplinaire-là. Les accidents du travail réduisent la disponibilité du personnel. Réduisant la disponibilité du personnel, nécessairement, va induire des risques au niveau de la rentabilité ou de la productivité de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces ressources soient disponibles en faisant en sorte de mettre en place des actions de prévention suffisamment efficaces et durables pour faire en sorte que les collaborateurs soient également épanouis et qu'on puisse assurer le bien-être au travail. La Caisse nationale de prévoyance sociale prévoit des campagnes de sensibilisation sur les risques en entreprise dans les prochains jours. Objectif de développement durable, la société civile lance ses consultations pour mesurer le niveau d'évolution des réformes en ce sens. Jean-Marc Djadji, Isaïo. Le gouvernement ivoirien s'est engagé en 2019 à produire son rapport national volontaire de mise en œuvre des objectifs de développement durable, ODD. La société civile se mobilise à son tour pour préparer ce rapport en lançant ses consultations nationales. Elles se dérouleront le 26 avril à Abidjan et le 30 avril à Bouaké. Seront réunis une soixantaine d'organisations à Abidjan et une cinquantaine dans la capitale du Béquet. L'ISC-ODD organise 2 consultations nationales. Ces 2 ateliers éclatés témoignent de notre volonté à donner un caractère inclusif au processus, car le slogan de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable est « ne laisser personne de côté ». À l'issue de ces consultations, une synthèse sera faite pour être reversée au gouvernement afin d'alimenter les messages clés, mais aussi le rapport national volontaire. La société civile remercie l'État de Côte d'Ivoire pour ses actions techniques et de sensibilisation dans l'élaboration du rapport national volontaire RNV. Le RNV, entrepris déjà par 113 pays entre 2016 et 2018, sera présenté par la Côte d'Ivoire en juillet 2019 à New York au Forum politique de haut niveau. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h, mais avant, je vous donne rendez-vous à 6h30 pour le Journal Afrique. Eh oui, dans quelques instants donc, mais il faut expliquer pourquoi c'est vous aujourd'hui. On vous attendait lundi. Oui, Abdoulaye voilà, Koné. Abdoulaye Koné est sur le FEMUA, donc D'accord. je suis là pour assurer l'intérim. C'est pas plus mal, c'est la maison commune, c'est notre plateau à tous. Mais oui, maintes fois il m'a remplacé, donc oui, normal. Vous lui rendez tout simplement voilà l'appareil. Voilà, justement.
Ben, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Hein. Et puis, on espère que Mr. Friday, tout se passe bien pour lui du côté du FEMUA qui est éclaté sur plusieurs zones hein, et qui a démarré depuis le lundi. Voilà, le FEMUA qui bat son plein et qui va voir défiler plusieurs artistes et d'autres activités, notamment concernant le pays hôte invité qui est le Burkina Faso, qui aura des expositions à faire. On a des découvertes culinaires, en tout cas de tout le patrimoine du pays et des hommes intègres. Ceci dit, pour rester intègre, bien dans sa peau, bien dans ses baskets et bien dans sa tête, il faut passer par la case du fitness. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien ce matin. Cyril Nyonke pour vous servir. Aujourd'hui, on va travailler le cardio avec 2 exercices. 10 répétitions, 8 répétitions et 6 répétitions sans attendre, sans pause. On va aller à 100% dans ce qu'on fait. Allez, on va commencer avec les mountain climbers, position de pompe, on va courir sur place. Allez, go. Les 2 côtés font 1 répétition pour les jambes. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, on se redresse. Jumping jacks. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend directement au sol. Mountain climber. 1, 2 à 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 burpees maintenant. Allez, surprise. Go. On tend les bras, on descend. 1, 2. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez décomposer le mouvement. D'accord? 3, 4, 5, 6, 7, dernière répétition, 8. Mountain climber, on repart maintenant. On va croiser les jambes pour les 6 dernières répétitions. Allez, on croise une jambe, on croise l'autre jambe. Donc là, le genou monte vers le bras opposé. Allez, 6 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. On va toucher le sol de gauche à droite. Mais cette fois-ci, on va à la 12 répétitions. Allez, courage. On touche le sol et on alterne. 1, 2, 3, 4, plus vite. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toujours avec le sourire. C'est un grand plaisir de m'entraîner avec vous. J'espère que vous êtes essoufflés comme moi, que vous êtes donné à fond pour ce circuit. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous pourrez débuter la journée dans de bonnes conditions avec un esprit positif. Belle journée à vous et on se voit très bientôt. Au revoir. Oui, ça, c'est des exercices cardio hein, qui augurent des pulsations cardiaques assez rapides. C'est passé très vite. Mais voilà, c'est la dose du jour du fitness. Et de retour, on a un invité avec qui on va parler de cybercriminalité en entreprise, qui n'est autre que monsieur Guillaume Almeida. Bonjour, monsieur. Bonjour, Ali. Bienvenue. Merci. Je rappelle que monsieur Almeida, il est conseiller en sécurité informatique. Avec lui, on parle de cybercriminalité en entreprise, les risques on va dire, de cette délinquance-là au sein de l'entreprise. Mais pour son temps de son intervention, monsieur Almeida a une vidéo que l'on vous propose maintenant. Quand le loup est dans la bergerie, il est déjà trop tard pour les moutons. Et après, ça panique, ça se bouscule, comme le loup l'avait prévu. C'est le moment de dîner. À table. Personne ne se doute que j'ai utilisé mon téléphone pour pirater l'OS de cette imprimante. Comment serait-il? Aucune de ces machines n'a été équipée au départ d'une protection antivirus. Et maintenant qu'ils ont tous les yeux rivés sur le truc rigolo que j'ai balancé sur l'écran... Garde les yeux sur ton écran. Je peux tranquillement intercepter toutes les impressions qui m'intéressent. Oh, on fête un anniversaire aujourd'hui, encore mieux. Mais le meilleur se trouve dans les étages. Exactement le genre de truc capable de ruiner tous les espoirs d'une très belle entreprise comme celle-ci. Ah! J'adore les fêtes de bureau.
Ils ont l'air tellement heureux. Surtout Janice. Oh, elle pensait que ses collègues avaient oublié la date. Mais pas moi. Regarde, Janice, t'as reçu un email. Qu'est-ce que c'est? Un bon cadeau pour une séance de spa. C'est pas adorable, ça? T'as plus qu'à l'imprimer. Allez, Janice, vas-y, imprime-le. Tu l'as bien mérité. Et après, à toi le bon massage. Voilà, c'est bien. Maintenant, j'ai accès à tous les ordinateurs. Vous vous demandez comment? Aucune de ces imprimantes ne surveille automatiquement les menaces externes. Le soi-disant bon cadeau d'Alice cachait en fait un logiciel malveillant qui a contourné tout le système de sécurité de l'entreprise. Ce qui veut dire que maintenant, je peux utiliser les imprimantes pour éviter le pare-feu et, surprise, mettre la main sur toutes les données encryptées. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Ces gens n'ont pas automatisé leur système de surveillance, donc ils m'autorisent à lire tout ce qui est imprimé ici. Mais en plus, cerise sur le gâteau, tout ce qui est caché dans leurs ordinateurs. Ça, c'est vraiment une fête. Demain, c'est le grand jour. Ils s'apprêtent à présenter à leurs plus gros clients une offre de capitalisation confidentielle. Je leur souhaite tous de bien dormir. Ils vont en avoir besoin. C'est fou le nombre d'infos personnelles que les gens laissent traîner. À croire qu'ils le font exprès. Un jour, on est vice-président. Et le lendemain, plus rien. Personne ne se doutera en arrivant demain matin que j'aurai dérobé non seulement leurs infos personnelles, mais aussi toutes les données financières de leurs clients. Le plus ironique, c'est qu'ils ont investi une fortune dans la sécurisation de leurs serveurs et de leur réseau. Mais personne n'a pensé au système de défense BIOS pour protéger les PC. Désormais, mon logiciel se sent comme chez lui ici. Attention! Là, c'est ce que j'appelle une métaphore. Ah, on dirait que c'est ici que se joue l'avenir des deux sociétés. Rien de moins. Dire que j'avais un super plan pour m'infiltrer dans cette vidéoconférence, mais j'ai même pas eu besoin de m'en servir. Vous voyez là le type derrière moi? Celui qui semble se liquéfier? Il est si nerveux qu'il a oublié dans l'imprimante la partie la plus importante de sa présentation. Résultat, elle est maintenant à la portée du premier venu prêt à partager son butin avec un type comme moi. Et comme ce vilain garçon n'a aucune authentification utilisateur, n'importe qui peut récupérer tout ce qui a été imprimé. Bingo. Je résume. Je prends le contrôle de leurs imprimantes. Ensuite, je contrôle leur réseau. Ensuite, je prends toutes leurs données. Et le meilleur, ça. Il y a tous les détails de leur future opération. Je comprends qu'ils voulaient garder ce petit secret pour eux. Après tout ce que je leur ai dérobé, ils ne seront pas prêts d'oublier cette belle journée. Je n'ai absolument rien contre eux. On aurait même pu devenir copains. Mais c'est pas ça le plus important. Pourquoi je divulgue l'un des secrets financiers les mieux gardés au monde? Parce que j'en ai envie. Qui vous dit que la prochaine cible, ce ne sera pas vous? Ah, heureusement pour nous que nous avons Monsieur Almeida ici. C'est sûr qu'il va nous aider, en tout cas avec toute l'équipe de notre direction informatique, à sécuriser au mieux pour nous éviter l'intrusion de ce genre de personnage dans notre système. Rebonjour à vous. Bonjour Alix. Et bienvenue. Merci bien. En tout cas, vous épousez la démarche instructive et illustrative de Matin Bonheur avec cette vidéo. On a envie tout de suite de vous poser la question, à quel escient ceci?
Déjà, il faut savoir que généralement, les cybercriminels, comme on les appelle généralement, c'est juste par passion, c'est juste l'envie aussi absurde que cela puisse paraître. Il y a aussi en fait des groupes de personnes, éventuellement qu'on définit comme des cybercriminels, qui le font pour des rançons. Donc, il peut s'avérer prendre le contrôle d'une entreprise, le système informatique d'une entreprise, et en contrepartie, vous demander une rançon. Voilà, donc... D'accord. Alors, on va parler un peu du mode opératoire au sein de l'entreprise. Là, dans la vidéo, on a constaté un homme qui se baladait vraiment gaiement dans tout le système, on va dire dans tous les bureaux, vraiment comme s'il était chez lui. Est-ce que c'est comme ça? C'est quelqu'un de l'intérieur ou quelqu'un qui peut être très loin? OK. Donc, à ce stade-là, il faut dire que ça pourrait venir de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est possible. On va déjà définir les cas internes. D'accord. Au niveau des cas internes, on peut avoir généralement un ancien employé de l'entreprise qui part de l'entreprise. L'erreur aujourd'hui que font bon nombre d'entreprises, de sociétés, vous avez un employé, lorsqu'il part, il vous remet généralement son badge, son ordinateur professionnel. Mais ce que vous oubliez, c'est que généralement, lorsqu'il vient, il se connecte avec son smartphone, il se connecte avec sa tablette, et tous ces périphériques, tous ces appareils-là, en fait, sont connectés par avance au réseau. OK? Et généralement, sont connectés par ce qu'on appelle le Wi-Fi, en fait, le Wireless Fidelity. OK? Aujourd'hui, pour pouvoir connecter un périphérique sur Internet de façon basique, soit vous le connectez en filet, ce qui est recommandé d'ailleurs en entreprise, ou vous le connectez en wireless. Okay? On va expliquer un peu à tous les profanes. Il n'y a pas de souci. Le Wi-Fi, en fait, est un mode de connexion pour les nomades, donc éventuellement ceux qui sont amenés à bouger généralement et tout. Donc, lorsque vous vous connectez avec un périphérique, vous êtes déjà enregistré dans la base de données des différentes adresses IP qui se définit un peu comme une plaque d'immatriculation d'un véhicule, donc une adresse IP. Et lorsque vous vous séparez de votre employeur, vous n'avez pas besoin en fait d'être dans le même local, c'est-à-dire dans les bureaux pour pouvoir en fait vous connecter au réseau. Puisque la sécurité déjà est définie dans votre périphérique, vous pouvez vous mettre même à l'extérieur de l'environnement de l'entreprise et toujours avoir accès au réseau, comme si vous étiez toujours employé de l'entreprise. Vous voyez? Donc, avec ce périphérique-là, vous pouvez déjà vous attaquer aux serveurs critiques pour pouvoir en fait les déstabiliser. Donc, déjà, ça, c'est un cas interne. Oui. Pour ce qui est du cas externe, on peut avoir généralement des cybercriminels, comme on les appelle, qui peuvent s'attaquer à la sécurité prédéfinie. Parce qu'il faut savoir que la sécurité en entreprise, elle est vraiment différente d'une sécurité que vous allez définir sur l'aspect domestique. Donc déjà, il faut dégager ces deux aspects-là. Vous avez une sécurité qui est dite domestique, qu'on appelle généralement les sécurités résidentielles, et vous avez une sécurité dite entreprise, donc avec des protocoles beaucoup plus avancés en termes de sécurité. Donc, lorsque le cybercriminel à l'extérieur de l'entreprise va forcer en fait cette sécurité-là, il s'introduit directement en fait sur votre réseau. Là, on l'a vu, le cybercriminel a eu à attaquer l'imprimante. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que généralement, lorsqu'on fait l'acquisition d'imprimantes, je vais taire les marques pour ne pas faire de pub. Bien sûr. Mais il faut savoir que dans l'option en fait de fonctionnalité de l'imprimante, il émet en fait un réseau qu'on appelle, comme je l'ai dit, le réseau sans fil, donc le réseau de mobilité. Et généralement, ce réseau-là n'est pas sécurisé. Donc c'est à l'IT, c'est l'administrateur au DSI de savoir en fait que ces appareils-là, à la base, doivent être sécurisés. Et si ce n'est pas fait, éventuellement, il peut y avoir intrusion. Intrusion via l'imprimante, intrusion dans le réseau de l'entreprise. Et on a constaté dans la vidéo ensemble ce qui advient après. Et ce qui se passe maintenant, les attaques de ce genre, c'est à quelle échelle aujourd'hui? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, si je prends déjà le cas de la Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est quand même assez avancé. C'est quand même assez avancé. La dernière fois, nous étions en déplacement sur l'étranger où nous avons eu à avoir des retours d'informations. Aujourd'hui, ce qu'on constate en termes de cybercriminels,
c'est des gens qui vont prendre le contrôle de votre entreprise et en contrepartie, qui vont vous demander des rançons, ils vont vous exiger des virements bancaires et tout. Donc, effectivement, c'est du chantage. Donc, vous devenez dépendant de ces personnes-là. Ah oui, pourquoi rester dans la dépendance? Donc, et au préalable, on va essayer de définir le profil de ces personnes-là. C'est qui? C'est vraiment des personnes qui sont très avancées dans la sphère informatique ou ça part de la personne lambda qui... Non, éventuellement, c'est des personnes vraiment averties. C'est des personnes qui s'y connaissent. Généralement, on les appelle des hackers et tout. Mais je préfère plus dans ce contexte-là les appeler des cybercriminels. Parce qu'en fait, à la base, lorsque nous définissons le cybercriminel, il y a la racine crime. Donc le crime, éventuellement, dans le commun des mortels, on dira que c'est un homicide et tout. Mais en ce qui nous concerne, sur l'aspect juridique, en fait, c'est une infraction en fait, qui est réprimandée éventuellement par la loi. Donc aujourd'hui, ces personnes-là vont s'adonner à ces pratiques-là pour pouvoir tout simplement, comme vous l'avez dit, faire du chantage. Voilà, faire du chantage aux entreprises et voilà, c'est un peu ça. Et dès lors qu'on constate qu'on a été piraté, c'est le terme indiqué, voilà, qu'on a été piraté, où il y a une intrusion de notre système, est-ce qu'il y a des moyens de protection pour ne pas, bien sûr, verser dans le chantage et toujours amener des rançons qui ne vont jamais finir? Bon, à ce niveau-là, il faut dire que tout dépendra en fait de la menace qui est prédéfinie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez différentes sortes de menaces. Vous avez des vers, généralement qu'on appelle des vers informatiques, qui, eux, vont se propager sur des ordinateurs. Vous avez en fait des virus. Le virus, en fait, lui, sa cible attaquera un programme spécifique dans votre environnement. Vous avez le cheval de Troie. Le cheval de Troie, lui, qui est encore beaucoup plus avancé, c'est ce virus-là, ce programme-là, qui est l'un des les plus délicats. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin en fait, d'être dans votre environnement. C'est-à-dire, lorsqu'il fait l'intrusion dans votre réseau local, il peut être à des centaines, des milliers de kilomètres et prendre le contrôle en fait, sur vos différentes applications. Vous avez aussi le spyware. Le spyware, comme je l'ai dit, le spyware en fait, qui introduit dans votre réseau, c'est un renifleur en fait. Donc, il va vous aspirer toutes sortes d'informations, c'est-à-dire les codes que vous allez saisir. Si vous êtes dans un établissement bancaire, il va vous récupérer tous vos codes d'accès et vous voyez qu'est-ce que l'entreprise en court. Ça c'est clair. Avec tout ce que vous êtes en train de nous dire là, est-ce à dire que les systèmes informatiques actuels ne sont pas performants ou sécurisés pour qu'on puisse s'introduire aussi facilement? Non, je ne dirais pas en fait que les procédures de sécurité informatique ne sont pas performantes. Tout dépendra déjà de l'implémentation du DSI, du premier responsable informatique dans une entreprise. Il revient à lui de s'équiper généralement de firewall, de pare-feu, en fait, pour pouvoir protéger, en fait, puisque Internet, en fait, comme on le définit, est un gros nuage où tout est pratiquement permis. Donc, c'est à votre premier responsable de l'infrastructure informatique de définir, en fait, des bannières de telle sorte que tous les utilisateurs extérieurs ne puissent pas vraiment s'introduire dans votre environnement qui est dit privé pour pouvoir faire un peu de tout. Et toujours sur cette même lancée-là, quel devrait être le déploiement pour vraiment éviter au mieux les failles? Et tout dépend aussi de sa capacité. Bon, aujourd'hui, on a la possibilité en fait de trouver des entreprises spécialisées dans l'audit sécurité informatique. Et ces entreprises-là existent bel et bien en Côte d'Ivoire. Donc, ces entreprises-là ont la possibilité déjà de faire l'audit de votre environnement, éventuellement pour définir des failles. Je ne dirais pas qu'on pourrait être à 100% protégé, mais on fera l'effort en fait de réduire au maximum le risque d'intrusion. Donc, vous allez solliciter par exemple, ce que je recommande d'ailleurs, 3 entreprises qui vont vous faire l'audit de sécurité de votre parc informatique, définir ensemble les failles et en fonction de ça, limiter au maximum le risque d'intrusion dans votre réseau privé. Et la ressource humaine en la matière, c'est aussi des hackers qui ont les mêmes compétences que ceux qui attaquent. Effectivement, c'est bien cela, oui. C'est un combat, comme on le dit, c'est un combat. À ce niveau-là, on peut parler aussi des risques et des pertes que pourraient encourir les entreprises qui ne sécurisent pas au mieux leur système.
Bon, en fait, comme vous l'avez constaté dans la vidéo, on l'a ensemble vu dans la vidéo. Et c'est à quelle échelle? Ça peut prendre quel genre de proportion? On peut aller jusqu'à des fois des films assez qui relèvent de la fiction, oui, mais qui peuvent se rapprocher de la réalité et ça va jusqu'à la sécurité nationale. Oui, et effectivement, on a vu aujourd'hui des gouvernements qui ont été piratés. Ça existe. Il y a des gouvernements aujourd'hui qui ont été piratés. Donc, c'est de vraiment s'équiper au mieux de différentes ressources pour pouvoir sécuriser en fait ces informations. Parce que le risque, il est permanent aujourd'hui avec l'avènement de la digitalisation. On est tous, aujourd'hui, on passe plus de temps sur nos smartphones et sur que toute autre chose. Dès que tu poses les pieds du lit, automatiquement, le premier réflexe, c'est le téléphone. Donc aujourd'hui, je veux dire que se sécuriser, c'est vraiment vital, c'est vraiment capital. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, tu es vice-président dans la vidéo et demain, tu n'es rien. C'est-à-dire, une entreprise aujourd'hui peut être à zéro juste parce qu'il y a une faille d'intrusion dans ce système informatique. Et c'est vraiment très important de pouvoir sécuriser son réseau informatique. Et parlons toujours de sécurisation, on va dire optimale, le coût comparativement, est-ce que c'est accessible? Qui peut en tout cas s'offrir les services, par exemple, des trois structures? Bon, à ce niveau-là, il faut dire déjà dans un premier temps, tout dépendra en fait du volume, non seulement du volume de données à sécuriser, mieux de la dimension de l'entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez des PME, vous avez des plus grandes entreprises et tout. Donc en fonction du volume, il y a des sécurités de base. Aujourd'hui, pour s'offrir en fait un firewall, on n'a pas vraiment besoin de grands moyens, juste pour pouvoir filtrer en fait ces accès, savoir qui s'est connecté. Lorsque la sécurité en fait se porte sur la couche 8 du modèle OSI, puisque ça c'est purement technique. Ben oui, aujourd'hui, vous avez la possibilité via en fait, le contrôle par utilisateur, de pouvoir savoir qui s'est connecté, à quel moment s'est connecté. Donc, on a l'historique, en fait, sur la personne connectée sur un réseau. Et c'est très, très, très important de le savoir. Donc, on pourra éventuellement remonter s'il y a audit, on pourra remonter pour savoir quelle est cette personne, quelle est cette ressource en interne qui a pu se connecter, quelle est cette personne qui a eu à faire l'impression, et en fonction de ça, pouvoir définir un mode de sécurité. En tout cas, des informations très intéressantes et pertinentes. Il faut savoir aussi au sein de l'entreprise que, on va dire, le matériel qui est installé aussi, c'est pas de l'espionnage en tant que tel, mais il y a en tout cas des données qui sont recueillies dans un autre serveur. Il faut faire attention à ce qu'on fait sur son ordinateur. Effectivement, Alice, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Almeida. On va vous retrouver peut-être dans quelques instants. Okay. Le temps pour nous d'aller à la météo et au flash de Régis Kofi. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux sera présent sur les zones de la bande centrale, du sud et du nord avec parfois de faibles pluies localisées. Par la suite, le temps y sera simplement nuageux et quelque peu ensoleillé. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux avec une intrusion progressive du soleil. Côté température, on entrave 26 degrés à Abidjan et à Adiaké, 25 degrés dans la ville de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa. Korogo affichera 24 degrés ainsi que la ville de Mans, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro, de Sassandra, de Tabou et dans le district de Yamoussoukro. Durant l'après-midi, les régions du sud forestier, du littoral, de l'ouest et du nord seront intéressées par des perturbations orageuses. En fin de période, ces perturbations seront accompagnées de pluies modérées ou fortes, notamment dans le sud forestier, à l'ouest et au nord du pays. Les autres régions du pays resteront généralement nuageuses. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 degrés dans les villes de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa et de Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa. Korogo affichera 35 degrés, 32 degrés, ça sera la température minimale dans la région du Tongui, précisément dans la ville de Mans. Odiéné affichera 34 degrés, 32 degrés dans les villes de San Pedro, de Sassandra et de Tabou et 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme à vous et agréable journée sur RTI.
l'actualité africaine. Bienvenue à toutes et à tous. Madame, monsieur, merci de nous suivre. Les météorologistes prédisent d'importantes inondations et autres catastrophes liées au passage du cyclone Kenneth. Le cyclone qui s'approche du sud-est de l'Afrique a été requalifié par les météorologistes en un cyclone tropical de forte intensité, un terme technique basé sur la vitesse du vent. En Guinée, un front national est constitué pour empêcher la modification de la Constitution proposée et soutenue par le parti au pouvoir. La société civile et l'opposition guinéenne soupçonnent des manœuvres visant à donner la possibilité au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. L'opposition soudanaise a appelé à une marche du million pour faire pression sur les autorités militaires afin qu'elles transfèrent le pouvoir aux civils. Eh bien, c'est un succès en bus, en voiture ou même en train. Les manifestants sont arrivés de partout pour répondre à l'appel de l'opposition. Au Maroc, des milliers d'enseignants contractuels ont défilé dans les rues de Rabat pour réclamer le statut de fonctionnaire. Ils étaient plusieurs milliers à défiler dans les rues de la capitale après l'annulation d'une réunion avec le ministère de l'Éducation censée aboutir à des solutions. Le comité international de la Croix-Rouge s'est alarmé jeudi de l'intensification des violences en Libye et de la dégradation de la situation humanitaire à Tripoli. Les quartiers résidentiels de la capitale deviennent de plus en plus des champs de bataille. Des dizaines de jeunes des townships de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, apprennent le violon, le violoncelle et la contrebasse dans une école hors du commun, réservé aux enfants noirs des townships. Pendant l'apartheid, rares étaient les opportunités pour les jeunes sud-africains de la majorité noire de faire éclater leur talent de la musique classique, considérée par le régime raciste comme réservé aux Blancs. Reportage. Il y a 3 ans à peine, Sholani touchait un violon pour la première fois. La musique classique est depuis devenue son échappatoire. Ce Sud-Africain de 16 ans vit avec son arrière-grand-mère dans le township de Soweto. Sa mère, toxicomane, est rarement là. Le violon m'aide à oublier ma situation familiale et mon passé. Et mes devoirs aussi. Ça me détend. 5 fois par semaine, il va à Bousqued, une école de musique qui a ouvert ses portes à la fin de l'apartheid, en plein cœur de Soweto. La fondatrice, c'est elle, Rosemary Nalden. Pour cette altiste anglaise de 75 ans, la musique ne sert pas qu'à sortir les jeunes de la rue. Régulièrement, elle tombe sur des virtuoses comme Sholani. J'ai sorti un violon, je lui ai collé sous le menton et j'ai vu presque immédiatement que ça tenait parfaitement. Il est très doué et il a une grande musicalité. Pendant l'apartheid, la musique classique était principalement réservée aux Blancs. Depuis plus de 20 ans, Rosemary s'emploie à corriger cette injustice avec toujours beaucoup d'exigences. Le résultat est là. Au début, pendant les premières années, on pourrait la trouver très stricte. Mais plus le temps passe et plus on comprend ce qu'elle veut faire et que c'est le seul moyen d'y arriver. À force de travail, Mzwandile est devenu premier violon. Son rêve désormais, intégré à conservatoire à l'étranger, bien loin de Soweto. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. On se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité. Merci Régis. À tout de suite pour votre dernier flash. Et nous nous poursuivons sur le sujet très intéressant de la cybercriminalité en compagnie de M. Almeida. On a envie de vous poser la question de savoir quel type d'attaque se trouve maintenant sur le terrain. Généralement, aujourd'hui, s'il faut parler d'attaque actuelle, on va dire aujourd'hui, on est plus confronté au cheval de Troie.
Nous Donc avons le must, quoi, le dernier niveau. Voilà. Le cheval de Troie, en fait, il est très critique dans la mesure où le cybercriminel, comme je le disais tantôt, il n'a pas besoin en fait, d'être dans votre environnement pour prendre le contrôle de votre infrastructure. Vous voyez, nous sommes confrontés aujourd'hui par des spams. On reçoit assez de spam mailing, des publicités et tout, généralement qui saturent nos serveurs et tout. Donc, on est confronté par des spams. Et pour terminer, je parlais tantôt des spyware qui sont, eux, en fait, des logiciels espions. Donc, une fois injectés dans votre réseau, ils vont renifler toutes sortes d'informations, en fait, pour pouvoir, en fait, récolter un maximum de données. Et ces données-là, dans les mains du cybercriminel, c'est vraiment dangereux. Et face à toutes ces attaques extérieures, quelle est l'attitude que les uns et les autres devraient aborder? Parce que là, on a fait une petite digression par rapport au mail qui peut concerner plusieurs personnes, même si ce n'est pas une entreprise, une personne morale en tant que telle. Comme je le disais tantôt, une entreprise, le réseau d'entreprise, déjà, il faut savoir que le réseau d'entreprise, il est différent du réseau en fait, résidentiel, du réseau domestique que nous connaissons. Une entreprise qui doit éventuellement protéger ses données confidentielles, ses serveurs, doit s'équiper spécialement d'un firewall, d'un antivirus, pour pouvoir en fait protéger ses données. Aujourd'hui, nous recevons une belle délégation des constructeurs, des fabricants qui viennent, que nous recevons aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une invitation en même temps que je lance à tous les DSI de différentes entreprises de la Côte d'Ivoire. Ce sera le lieu de se frotter à ces différents fabricants, ces différents constructeurs-là, pour voir comment est-ce qu'ensemble, on pourra essayer de monter notre niveau de sécurité. Donc ça, c'est vraiment une aubaine à saisir. Voilà. Je vais insister un peu sur le cadre de la digression, parce que M. Almeida est vraiment très ancré dans tout ce qui est sociétal, entreprise et autres, pour protéger l'utilisateur lambda qui a une boîte mail et qui recevrait peut-être des attaques. Quelle est l'attitude? Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on peut ne pas être constitué en personne morale, mais faire quand même quelques activités via Internet. OK. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans un réseau d'entreprise, la première démarche qu'il faudrait savoir, c'est vous êtes confronté à quel type d'attaque? Parce que j'ai cité pas mal de différents types d'attaques. Il faut savoir déjà, vous êtes confronté à quel type d'attaque? En fonction du type d'attaque auquel est confronté le réseau de l'entreprise, la démarche en fait suivra. Donc aujourd'hui, on va prendre le cas où il y a un ordinateur de l'entreprise, par exemple, qui est infecté, qui est piraté. La première démarche à suivre, c'est de voir dans quelle possibilité, si les serveurs, en fait, ne sont pas contaminés par cette intrusion-là, et de voir dans quelle possibilité vous allez les isoler. Donc, vous allez aller sur la démarche du cas par cas. Un traitement au cas par cas. Traitement au cas par cas, merci. Donc, vous allez essayer de faire vraiment l'inventaire de la menace et en fonction de l'inventaire, tirer éventuellement les conclusions, la démarche idoine qui pourra vous permettre de repartir. D'accord. Vous avez parlé aussi d'accompagnement de structures, on va dire, compétentes pour pouvoir aider les entreprises à se protéger. L'accompagnement, il est ponctuel ou il faut toujours faire une mise à jour D'abord, il est ponctuel, puisque les entreprises existent bel et bien en Côte d'Ivoire. C'est des entreprises en fait, qui sont spécialisées dans ce genre d'audit-là. Donc, vous les sollicitez pour ne pas faire publicité aucune, mais elles sont bel et bien présentes. Vous les sollicitez. Elles viennent, elles font l'inventaire déjà de tout le parc informatique, l'inventaire des différents utilisateurs, voir dans quelle possibilité vous vous connectez à Internet, vous arrivez à trafiquer, que ce soit sur l'Intranet ou sur l'Internet, et voir dans quelle possibilité mettre des machines, des règles pour pouvoir prédéfinir déjà le risque auquel l'entreprise peut être confrontée. Donc aujourd'hui, l'utilisateur en fait qui se connecte sur le réseau de l'entreprise, nous devons avoir une visibilité sur cette personne-là, savoir éventuellement qu'est-ce que fait cette personne, les différentes URL que visite cette personne, donc avoir vraiment des détails minutieux de tout ce qui se passera sur le trafic de l'utilisateur d'entreprise. Donc ces entreprises existent bel et bien, on peut toujours les solliciter.
pouvoir nous produire un rapport d'audit et voir quelles sont les failles, que ce soit sur du wireless, comme je l'ai dit. Est-ce qu'en entreprise déjà, puisque en ce qui concerne les types de sécurité sur le Wi-Fi, on connaît tous le Wi-Fi, aujourd'hui tu as un smartphone, tu te connectes au Wi-Fi qui te permet d'être mobile et d'être sur Internet, mais le type de sécurité en fait qui est défini en fait sur le réseau, est-ce que c'est une sécurité optimale pour l'entreprise? Si oui, si non, toutes ces questions-là vous seront posées et à la fin, la société en fait en question vous fera son rapport d'audit. Quelle est la fréquence de sollicitation pour ces entreprises-là? Ah oui, est-ce qu'il y a... Parce qu'on a vu également dans la vidéo qu'on peut ne vraiment pas s'en rendre compte du fait qu'on est attaqué. Effectivement. Et voilà. Donc, quelle est la fréquence pour un chef d'entreprise? OK. Pour ce qui concerne la fréquence, une fois de plus, tout dépendra, comme je l'ai dit tantôt, des différents chiffres que vous manipulez, du volume, en fait, du volume, en fait. Et ça doit atteindre quel seuil? Le seuil minimal? Ben oui. C'est recommandé généralement chaque mois quand même de faire l'audit de son parc informatique. C'est recommandé chaque mois de solliciter une entreprise avec laquelle vous pourriez éventuellement être en contrat pour faire l'audit, pour voir s'il n'y a pas de faille. Il y a même des tests en fait, d'intrusion qui peuvent se faire parce qu'on est tout le temps sous la menace. Ça, il faut le savoir. Merci de mettre la frayeur, mais c'est sûr qu'il y a une solution aussi. Effectivement, il y a une solution, je vous rassure, je ne vous fais pas que peur, il y a aussi une solution. Et comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous recevons des acteurs des acteurs de l'industrie, des VP, des présidents qui sont présents, qui sont arrivés depuis hier, que nous recevons sur la Côte d'Ivoire. Donc, je lance vraiment l'invitation à tous les DSI. Ce sera une opportunité de poser toutes sortes de questions sur la cybercriminalité en entreprise, sur la sécurité, quelles sont les procédures, quelles sont l'attitude à avoir et tout. Même qu'on est infecté ou à titre préventif, ce sera des questions qu'on pourra poser à ces acteurs-là qui ont fait le déplacement pour nous. Donc, c'est une aubaine vraiment à saisir. Et pourquoi pas d'autres plus jeunes qui pourraient s'intéresser à ce profil de carrière -là. Effectivement, Alix, c'est bien cela. Merci beaucoup, Monsieur Almeida. On a pris plaisir de discuter avec vous de ce sujet très important. On va poursuivre avec quelques informations. Le temps pour nous que notre second invité s'installe. Avec lui, on parlera de la conduite à tenir en cas de piqûre ou morsure d'animaux. Mais ce n'est pas tout. On a d'autres informations, des anniversaires. Mais avant l'anniversaire, on va parler de la CAN, hein, surtout que notre beau pays va y participer. Et la CAN 2019, l'exclusivité des droits de retransmission de la CAN d'Afrique des Nations 2019 qui se tiendra, on le rappelle, du 21 au 19 juillet en Égypte, a été cédée à l'Union africaine de radiodiffusion, UAR, par la Confédération africaine, la CAF. Une information relevée par Georgia Njake, directeur général de UAR, au cours d'une conférence de presse tenue le 23 avril à Dakar. C'est bien sûr au Sénégal, le pays de la Teranga. Et il est avec nous, Monsieur Yao Debouchard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, on parle de morsures, de piqûres et tout ça. Ouais, c'est pour la sécurité, bien sûr, de toutes les personnes. On va déjà définir une petite palette hein, on va dire, d'animaux, de bébêtes qui pourraient nous faire mal. Oh, bon, concernant les piqûres et les morsures de serpents. D'accord. On va laisser un petit suspense, teaser un peu pour ne pas faire peur, ou peut-être, et aller pour le jingle. On est bien installé, on se retrouve et on parle donc de ces cas de piqûres de la part des animaux. Ouais. Il faut dire que les animaux, les insectes, c'est lorsqu'ils se sentiront attaqués qu'ils vont réagir. Donc les piqûres, les morsures d'animaux sont des défenses en fait. C'est quand ils se sentent menacés qu'ils se défendent. Tous les animaux sont conçus comme ça? Oui, je dirais. Le moustique n'a pas besoin d'être menacé hein, et puis il crée le palu, soit dit en passant. Mais, lui, dans son cas, il se nourrit. Dans ces cas spécifiques de morsures ou piqûres qui pourraient faire mal, parce que c'est bien le cadre, quels sont les animaux qu'on trouve?
Concernant les insectes, bon, plus ou moins les abeilles. Les abeilles avec le dard qui contient du venin. Et aussi, au niveau des serpents, on a des types de serpents qui sont des serpents venimeux. Il y en a d'autres qui sont des serpents non venimeux. Donc, le risque ici, c'est les serpents venimeux, tels que la vipère. Voilà. Aussi, concernant les animaux, je dirais les animaux domestiques, le chien. Les animaux sauvages, les singes, qui peuvent nous transmettre la rage. Voilà. Donc, comme je le dis, dans tout état de cause, c'est lorsque ces animaux-là se sentiront menacés dans leur territoire qu'ils vont, en se défendant, nous causer un dommage. D'accord. On va prendre le sujet dans tous les sens. Qu'est-ce qui constituerait donc une menace pour un animal qui l'emmènera à attaquer? Bon, ben... Parce qu'un animal, on a parlé du chien, animal domestique, on vit avec lui tout le temps. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, il se rébiffe et il attaque ses maîtres? Bon, dans ce cas d'espèce, il faudra peut-être voir le côté comportement de l'animal, du chien par exemple. Donc, si ce chien-là, dans son environnement, il sent qu'il y a quelque chose qui change, par exemple le parfum, parce qu'il y a des chiens qui ont un odorat très développé et lorsque même ces maîtres changent de parfum, cela peut causer un trouble à lui, son niveau. Donc, il peut les considérer comme des personnes étrangères. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pour le chien. Pour le chien. Mais il y a d'autres animaux dans la ville, par exemple les serpents. C'est des animaux qui se baladent. Oui, ça les serpents se baladent ça et là. Ben, un serpent ne va pas vous mordre systématiquement lorsqu'il va vous voir. Qu'est-ce qui fait qu'il attaque? Qu'est-ce qui fait qu'il attaque? Comme je dis, c'est lorsqu'il sent que son territoire est menacé. C'est comme si je viens chez vous, sans être invité, je ne passe pas par la porte, je passe par la fenêtre. Vous avez sorti le mot. En même temps, les serpents, on ne leur donne pas de carte d'invitation. On ne les invite pas quand ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réagir. Oui, mais la nature humaine fera qu'on va réagir, on va essayer de la battre. Vous voyez, par exemple, pour les serpents, quand on va dans les cirques et autres, ceux qui manipulent ces animaux-là le font avec délicatesse. Donc, l'animal ne sent pas vraiment qu'il est dérangé. C'est un exercice assez difficile, hein, voilà, de ne pas déranger le serpent qui vient nous déranger. Mais quand il arrive, c'est dit que c'est son territoire. Voilà. Donc l'attitude, c'est de les laisser passer ou parce qu'ils pourraient se sédentariser. Oui, si par exemple vous constatez un reptile dans votre domicile, il faut simplement appeler le GSPM. Ils ont une unité pour ça. D'accord. Voilà. Donc il faut fuir tout de suite et puis appeler. Bon, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir, monsieur Desbouchard. Il ne faut pas fuir. Je vous ai toujours dit. Il y a des personnes qui ont une phobie des reptiles. Oui, je suis d'accord, mais je vous ai toujours dit ici de toujours garder son sang-froid. Parce que le fait de fuir aussi, le serpent peut considérer ça comme une menace. L'attitude concrète, monsieur Desbouchard. Et puis on va être pragmatique, quoi, parce qu'un serpent, à la vue d'un serpent, on a une réaction, c'est de crier. C'est normal. Voilà. Et là, vous nous demandez aujourd'hui de garder son sang-froid. Et de s'asseoir à côté du serpent. Non, pas s'asseoir à côté du serpent. Quitter les lieux et puis appeler les secours pour qu'ils viennent retirer ce reptile-là. Voilà. D'accord. Et quand justement le serpent se retrouve dans un endroit, parce qu'on se focalise sur le serpent qui est un animal assez effrayant pour la plupart des personnes. Effectivement. Dans le gazon, on peut le laisser continuer son chemin ou identifier l'endroit où il est et puis indiquer aux personnes compétentes pour le retirer. Mais s'il est dans la maison, il se retrouve dans la maison, on va dire sous les fauteuils, ce genre de choses. On sait qu'il est là, mais on ne le voit pas. Si on ne le voit pas, vous quittez la maison. D'accord. En termes de sécurité, on va dire vous évacuez. D'accord. Vous alertez. Quand les secours compétents vont arriver, vous leur dites qu'il y a un reptile dans la maison, mais ils ne savent pas où il est. D'accord. Eux, ils vont chercher. Et c'est leur travail. Et ils feront tout pour trouver, parce que sinon on ne va pas dormir. Voilà. Alors, et dans le cas extrême, où on se retrouve dans la situation où l'animal a mordu, a attaqué, quelle est la conduite à tenir? Bon, on va aller, en fonction des morsures. En fonction des morsures, voilà. Ou des piqûres. Des piqûres. Pour les piqûres, par exemple,
seules les abeilles représentent, je dirais, une menace, mais là aussi, tout dépend de l'organisme. Parce que chaque être humain a ses anticorps et ses défenses en lui. Donc, il y a des personnes qui réagissent bien par rapport à d'autres personnes. Donc, si vous êtes dans le cas où vous faites une allergie, soit à session de piqûre, il faut consulter un médecin. Il faut consulter un médecin dans les premiers instants qui suivent la piqûre. Si c'est une abeille, il faut retirer la dard. Voilà. Si on n'a pas pu retirer la dard, il faut laisser comme ça et consulter un médecin. Si vous sentez des douleurs, il faut appliquer une poche de glace pour calmer la douleur. C'est vrai que parce que pour cet animal-là, comme on le dit, la dard, c'est le petit, on va dire, excrément qu'il est sous la petite membrane qu'il est. C'est dans ce petit excrément-là qu'il y a son venin. D'accord. Voilà. Donc il faut retirer tout de suite. Il faut retirer. Si vous arrivez à le retirer, il faut retirer. Mais parce que la dard a tendance à s'infiltrer dans la peau. Donc si vous n'avez pas pu la retirer, il ne faut pas manipuler, ouvrir pour dire qu'on va passer juste... Non, non, on laisse comme ça, on se rend à l'hôpital. D'accord. Voilà. Et là, c'était pour la piqûre d'abeille. D'abeille, voilà. Autre piqûre? Bon, autre piqûre, je dirais que ça sera des démangeaisons. Ça sera des démangeaisons. Et si c'est des démangeaisons, bon, vous allez appliquer de la glace pour essayer de calmer ces démangeaisons-là. Et si des démangeaisons de quel type? Il peut y avoir des enflux de rougeur. Par exemple, pour des chenilles, on a des chenilles avec des sortes de poils. Donc, si vous touchez ces animaux-là, ces bêtes, ces insectes-là, vous allez avoir des rougeurs ou aussi des démangeaisons. Donc, il faut appliquer de la glace. Et si vous faites une réaction allergique par rapport à ça, vous consultez un médecin. D'accord. Voilà. Là, on va monter crescendo. Hein. Oui, oui, bien évidemment. La morsure qui va suivre. La morsure, bon, on va faire, ok, la morsure. La morsure, comme je le disais tantôt, il y a des serpents venimeux et des serpents non venimeux. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les serpents venimeux. Voilà, si vous êtes mordu par un serpent, il faut immobiliser la victime, rassurer la victime. Il ne faudrait pas s'affoler. Parce que quand vous êtes mordu par un serpent, c'est un venin qui vous injecte. Et ce venin-là ne doit pas remonter jusqu'au niveau du cœur parce que c'est une toxine. Voilà. Donc, si vous êtes agité et que vous faites des mouvements, c'est comme quand on fait du sport. Vous allez accélérer. Vous allez accélérer le rythme cardiaque et le sang va vite circuler. Donc, ça va favoriser le transfert de ce venin-là de la partie concernée jusqu'au cœur. Ce qu'il faut éviter. Donc, si vous êtes mordu par un serpent, il faut rassurer la victime, faire asseoir la victime, immobiliser la victime et alerter les secours. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a d'autres indications, on va dire, immédiates et pratiques qu'on pourrait donner. On a vu, hein, quand on était un peu plus jeune en classe, on nous parlait de poser un garrot, comment ça se pose. C'est proscrit? J'en venais. D'accord. Il y a des gestes à ne pas faire. Il ne faut pas scarifier. Okay. Il ne faut pas poser de garrot. Parce que pourquoi? Si on pose un garrot, on va stopper la circulation du sang. Et lorsqu'on va retirer ce garrot-là, le sang va circuler plus vite. Donc, ça va transférer plus rapidement ce venin-là vers le cœur. On a aussi une légende qui dit que le venin, il se déplace très rapidement. Très rapidement. Donc, c'est en une fraction de seconde qu'on peut mourir. Est-ce que c'est avéré ou... C'est avéré pour certains serpents. D'accord. Voilà. Lesquels? Bon, le courtable, par exemple. Le courtable. Boa. Non, le boa n'est pas venimeux. Ah, il n'est pas venimeux. Voilà. Dieu merci, donc on peut encore se balader avec. Voilà. Donc, pour le courtable, par exemple, c'est rapide. C'est le serpent le plus dangereux. D'accord. Donc, si vous êtes mordu par un courtable, et puis en plus, se trouve au désert. Ah, ben il y a des personnes qui vivent dans le désert. Oui, donc, oui, ma foi, voilà. On est suivi partout. Voilà, donc c'est le serpent le plus dangereux. Donc, c'est lui son venin qui va un peu plus, qui va vite. Voilà, mais en Côte d'Ivoire, ici, il faut dire qu'on a 7 des serpents venimeux, tels que la vipère, le mamba vert et tout ça. Mais c'est assez modéré. Si vous respectez la conduite à tenir,
il y a plus de chances de suivre. La preuve en est qu'il y a plusieurs personnes qui suivent à des morsures de serpent. D'accord. Voilà. Donc, il ne faut pas scarifier, il ne faut pas poser de garrot. Il faut immobiliser la victime. Si vous êtes en race campagne, il faut immobiliser, c'est le bras, mettre une écharpe pour immobiliser le membre. Si c'est au niveau de la jambe, il faut immobiliser la jambe avec, par exemple, les attelles qu'on avait fait ou on avait fait des démonstrations. Donc, et transporter la victime dans un centre hospitalier. Ici, on ne peut pas évidemment faire venir les secours à son niveau. Il ne faut pas que la victime marche. Vous pouvez mettre la victime au dos. L'idéal, c'est vraiment pas déplacer la victime. Voilà, l'idéal, c'est d'apporter le soin vers vers la victime. Mais dans des cas extrêmes, il faut déplacer la victime. Mais il faut faire de sorte à ce que la victime ne fasse pas de mouvement. Voilà. Là, c'est pour la morsure de serpent. On en a d'autres morsures également. Oui, la morsure des animaux domestiques ou des animaux sauvages. C'est-à-dire les chiens, les chats, les singes, les mangoustes. Les mangoustes, etc. Donc, très souvent, eux, ces animaux-là, après la morsure, il peut y avoir présence de plaies. Voilà. Donc, pour ce cas d'animaux, il faut appliquer la conduite à tenir lorsqu'on est face à une plaie. C'est-à-dire nettoyer la plaie, bien évidemment se protégeant les mains, parce qu'il ne faut pas avoir de contact direct avec le secouriste qui intervient et la plaie de la victime. Donc, il faut se protéger les mains, nettoyer la plaie avec de l'eau tiède, avec du savon, et puis faire un bandage modérément serré. Il y a un savon indiqué, adapté, préconisé? Bon. Des savons avec plein de parfums? Non. Voilà, c'est pas... Voilà, non. Pas des savons avec plein de parfums. Voilà. Donc, il faut nettoyer la plaie, laver et puis faire un bandage modérément serré et ensuite consulter un médecin. S'assurer que notre victime est à jour de ses vaccins anti-rage et tout ça. Voilà. D'accord. Alors, on a une question d'un téléspectateur qui voudrait savoir, est-ce que pour le varan, c'est pareil que pour le serpent, c'est un reptile aussi? Comment réagir quand on a une morsure de varan? Pour le varan, disons que on va le classer du côté des, comment on appelle ça, des animaux domestiques et des animaux sauvages. Parce que après la morsure, c'est une plaie qui va... Il n'a pas de venin, donc il ne va pas se classer dans la catégorie des serpents. Les serpents sont un peu particuliers, surtout les serpents venimeux. Et à côté des serpents, on peut aussi mettre les scorpions. Oui. Voilà. Moi, j'ai eu une morsure de scorpion une fois. Ah bon? Oui. Et là, comment on réagit? Parce que moi, j'ai paniqué. Pour tout dire, j'ai vraiment paniqué. Bon, pour le scorpion, c'est vrai qu'il a un venin, mais bon, c'est juste la douleur. Oui, parce qu'on a l'impression d'avoir une décharge d'électricité. Voilà. Et comme je le dis, c'est aussi le corps humain de l'homme permet de simplifier les choses. Il y a des corps humains qui réagissent favorablement. Alice en fait partie. Ah bon? Qu'est-ce que vous en savez? Donc, c'est ce cas-là. D'accord. En tout cas, en somme, une palette de piqûres ou de morsures d'animaux à savoir, en tout cas, réagir face à elles. Donc, on a eu des abeilles, on a aussi des serpents, des animaux domestiques, singes, chats, varans, parce que des fois aussi, on domestique les varans. Et donc, il faut savoir réagir et toujours garder son calme, son sang-froid. Merci beaucoup, Monsieur Yao. Merci à vous, Alice. Bon week-end à vous. Merci, pareillement. Et puis, peut-être qu'on se verra la semaine prochaine. Nous, on part pour une petite réclame et puis Régis fera son dernier journal. Le point de l'actualité internationale à présent. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé hier à l'Élysée. Emmanuel Macron a promis un projet plus humain devant son gouvernement. Il a salué les justes revendications à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Il a aussi reconnu que cette crise avait révélé des angles morts de la société, comme le sort des familles monoparentales, des retraités et des enfants en situation de vulnérabilité.
Aux États-Unis, après plus de 45 ans de carrière politique, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden a officialisé hier sa candidature à la Maison-Blanche, se posant en défenseur des valeurs de tolérance de l'Amérique face à Donald Trump, accusé d'altérer l'âme de la nation. Les villages voisins d'Albarracin, l'un des plus beaux en Espagne, se vident de leur population. Cette Espagne vide, qui touche une vaste moitié du territoire, est devenue un enjeu important des élections législatives de dimanche, où chaque siège va compter. Deuxième libération pour Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan est sorti hier de la prison à Tokyo, où il était détenu depuis le 4 avril en raison de soupçons d'enrichissement personnel au détriment de Nissan. 3 vaccinateurs anti-polio ont été tués au Pakistan. Les 2 premiers ont péri dans l'incendie d'un établissement de santé. La dernière victime en date, une vaccinatrice, a été tuée par balle hier. Ces faits ont été suscités par des rumeurs lancées par des vidéos montrant des enfants s'évanouir afin de faire croire que le vaccin anti-polio était nocif. Le mensonge mène souvent à la mort. Après 26 ans de détention, Jean-Claude Roman, le faux médecin de l'OMS, condamné à perpétuité pour avoir tué son épouse, ses 2 enfants et ses parents, a obtenu hier la libération conditionnelle. La vie de Jean-Claude Roman est celle d'un parcours criminel hors norme, celle d'un menteur pathologique. Après avoir caché à ses proches son échec au concours de médecine, il a pendant des années menti à son entourage. Marié, père de 2 enfants, il se disait médecin-chercheur auprès de l'Organisation mondiale de la santé OMS en Suisse, mais il vivait en escroquant parents et amis jusqu'à ce qu'en 1993, son imposture soit découverte. Il tue alors sa femme, ses 2 enfants et ses parents avant de tenter de se suicider. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellent week-end à vous. Histoire sordide, hein, pour la chute. Une histoire qui fait vraiment perdre la tête. Et puis bon, on se dit que peut-être que le cinéma va récupérer cette histoire un jour. Oui, mais c'est vrai que le cinéma se rapproche de plus en plus de la réalité et inversement, mais quoique, il faut toujours inciter à ne pas mentir, il faut dire la vérité. Justement. Voilà, c'est mieux de toujours dire la vérité et puis à assumer ses actes tout simplement. Justement, sinon peu à peu, vous risquez de tuer. Ben voilà. En tout cas, on vous souhaite d'assumer votre week-end, déjà votre journée, et puis de passer un agréable moment. Merci Régis. On se revoit lundi avec plaisir. Merci. Et nous, on part pour notre thématique. Celui qui s'engage de son plein gré à fournir, en tout cas, un don de manière bénévole, de manière gratuite, sans rien attendre en retour, en tout cas, en termes de rémunération monétaire, c'est celui qu'on appelle le bénévole. Mais aujourd'hui, sur nos cieux, est-ce que ce bénévolat-là est une réalité dans son essence? Est-ce que cela n'est pas travesti en des souhaits invisibles cachés derrière cet altruisme ciblé? C'est toute l'essence de notre thématique aujourd'hui, le bénévolat, utopie ou réalité, en compagnie de Madame Diane Douaille, Office Manager à EDF. On parlera bien sûr de ce sujet, mais avant, le postulat avec l'élément illustratif. Et le bénévolat aujourd'hui, pour moi, c'est l'outil dont tout jeune a besoin pour être un produit fini. Parce que quelque part, nous sommes bruts, nous avons des compétences, nous avons beaucoup de savoir, mais pouvoir mettre ça à la disposition des autres sans rien attendre en retour et le faire spontanément, c'est une autre forme, je dirais, de savoir qu'il faut acquérir et qu'il faut pouvoir mettre à la disposition de notre communauté. Satisfaction personnelle ou se créer des relations ou pour le matériel, dans toutes les figures, l'on bénéficie de quelque chose. Le bénévolat, d'où qui sert le mieux, profite le plus. Quel est pour vous le meilleur cadre, le meilleur canal pour véhiculer des valeurs à des enfants? Pour moi, c'est le bénévolat. Parce que l'enfant vient rendre à l'humanité, il vient rendre à sa communauté gratuitement. Donc, pourquoi cet enfant-là demain va vouloir rendre service à quelqu'un ou va vouloir mener une action pour de l'argent? Non.
Il n'y a pas vraiment de profil typique pour être bénévole. Il faut avoir le goût de servir, le goût d'aider les autres. Et ensuite, lorsqu'on intègre un club service, un club qui regroupe des bénévoles, on a d'autres aptitudes qui se développent au fur et à mesure. Enfin, un véritable changement de discours montre que le bénévolat est devenu une source de loisirs et de plaisir. S'engager pour deux choses. Parce que déjà, nous sommes des hommes et nous savons que dans notre société, nous n'avons pas forcément tout. Et les autres aussi. Mais nous avons quelque chose dont les autres ont besoin. Très autonomes, les volontaires d'aujourd'hui trouvent dans cette action au départ désintéressée une source d'épanouissement personnel qui dépasse toute idée de mission. Se connaître, se produire, mais aussi se réaliser. Tels sont les termes qui reviennent le plus souvent dans le discours des bénévoles pour qualifier leur motivation, exprimer leur personnalité, faire des rencontres enrichissantes apparaissent aussi déterminants. Il n'y a pas vraiment de différence entre un citoyen lambda et une personne bénévole. C'est vraiment un citoyen lambda qui devient un bénévole parce qu'il a l'envie d'apporter un plus au monde. Et quand on dit militer dans un club service pour devenir un bénévole à temps plein, ça te permet en fait de canaliser cette énergie que tu as dans quelque chose qui sera profitable à l'humanité. Peut-on être bénévole sans rien attendre en retour? C'est quelque chose qui est assez difficile parce que être bénévole, c'est vraiment se donner corps et âme dans quelque chose. Et avec la famille, c'est clair qu'il y a certaines situations qui on est obligé de choisir le bénévolat. Figurez-vous des personnes qui s'organisent, des jeunes qui s'organisent pour donner dans un quartier défavorisé des cours à des enfants. Ça n'a pas de prix. Et on n'a pas besoin de, je dirais, un doctorat pour le faire. On peut être en classe de terminale et aider nos petits frères qui sont encore au CE, en CM. Aujourd'hui, comme y invite, l'environnement social peut passer désormais par d'autres voies que la vie professionnelle ou familiale. Et contrairement à ce que l'on peut entendre dans les médias, le lien social est plus que jamais présent. Eh oui, voilà, postulat établi avec le sujet du jour. Madame Doyer est en notre compagnie, bien installée, bonjour. Bonjour. On dit à quoi va? Merci. Bienvenue. Alors, on parle d'un sujet très important, le bénévolat. Déjà, on va avoir votre définition du bénévolat. Donc, le bénévolat, en fait, c'est l'engagement à agir pour une personne ou la collectivité et dans un cadre qui dépasse un peu le cadre habituel de l'entraide familiale ou de l'entraide entre amis. Et donc, en fait, le bénévole est celui qui s'engage librement et gratuitement à servir les autres et sans attendre de rémunération au sens monétaire du terme, en fait. D'accord. On a des notions bien définies. On a la notion de liberté, donc du volontariat, et on a la notion de la gratuité, donc pas de rémunération. Alors, ce qui se passe ici sur le terrain, c'est qu'on a en profusion des ONG ou des clubs-services qui agissent. Déjà, quel est leur but, tout de suite? Les clubs-services, en fait, et les ONG sont là pour apporter un certain support aux organismes existants. Par organismes existants, je veux parler des organismes étatiques ou des structures privées. Et les bénévoles sont là pour apporter une contribution, pour apporter, pour être acteurs en fait d'innovation, de changement. Donc elles viennent en complément des structures qui sont déjà en place. D'accord. Et on a des structures bien organisées. On a vu dans l'élément des jeunes qui faisaient partie notamment du Rotary. On a d'autres clubs-services qui sont constitués peut-être à la base sous d'autres, on va dire, d'autres motivations, mais qui dans leur évolution mènent au service à l'autre. Comment se décèle donc le profil d'un bénévole? C'est inné, ça s'acquiert. Comment on apprend à devenir bénévole? Bon, personnellement, je dirais que c'est inné, parce que l'être humain, moi je suis de ceux qui pensent, en tout cas de celles qui pensent que l'être humain est bon à la base. D'accord. Nous naissons bons. Un enfant, de toute façon, il se socialise. Quand il naît, il se socialise avec l'environnement, etc. Ça dépend aussi des conditions dans lesquelles il évolue. Mais donc, je me dis qu'il y a cette bonté innée en nous et que chacun a quelque chose à donner à l'autre.
Donc, pour être bénévole, n'importe quel citoyen, comme il a été dit dans le petit reportage, n'importe quel citoyen lambda qui a envie de redonner à sa communauté, qui sait qu'il a reçu quelque chose de cette communauté, a envie de redonner à cette communauté, peut s'engager dans le bénévolat. Pour certains, il y a des éléments déclencheurs. Dans mon cas, par exemple, j'ai été vraiment confrontée au bénévolat quand je vivais aux États-Unis. Et ça a été un élément déclencheur. Quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire il y a 3 ans, j'ai décidé de continuer ce que je faisais là-bas, en fait, en termes de bénévolat. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose de très important, de ce qu'on a reçu. Comment savoir qu'on a reçu ou comment se dire qu'on a tellement reçu qu'on doit donner? Le simple fait d'évoluer dans une communauté, de ne pas avoir été abandonné, par exemple, dans la forêt sauvage, ça veut dire qu'on a reçu d'abord de nos parents et on a reçu de tous ceux qui sont autour, que ce soit nos éducateurs à l'école, que ce soit un peu plus tard les amis, etc. Donc, en fait, il faut avoir cette conscience que quand on évolue dans une société, tout ce qu'on a autour de nous, on reçoit de ce qu'on a autour de nous. Il ne faudrait pas avoir cette attitude où je me suis fait toute seule. Non, on ne se fait pas tout seul. On se fait grâce à la société dans laquelle on évolue. D'accord. Dès lors que c'est établi comme ça on va dire dans l'esprit, on peut tout de suite passer le cap. Et quand on passe le cap sur on va dire, sur le terrain, comment on déploie son bénévolat? Bon, pour répondre à cette question, je partirai de ma propre expérience. Oui, on va illustrer. Comme je l'avais indiqué, il y a 3 ans, je suis rentrée au pays et j'ai regardé autour de moi. En fait, il s'agit de jeter un regard dans sa communauté et de voir qu'est-ce qui vous choque le plus. Personnellement, ce qui m'a choqué le plus, c'était le manque de civisme. Je veux dire, les rues, les gens n'hésitent pas à jeter, par exemple, les ordures de la fenêtre de leur voiture, ce genre de choses. Et ce qui fait du mal à nos communautés, puisque nos communautés baignent dans les ordures. Et donc, pour apporter ma touche, je me suis dit, au lieu de m'asseoir et de m'en plaindre chaque jour, je peux bénévolement mener des actions. Qu'on voit ici, hein, à l'image. Voilà, je peux bénévolement mener... Là, c'est concret. Voilà, c'est concret. Je peux bénévolement mener des actions. Et je me suis en fait inspirée d'un jeune qui s'appelle Adama Keïta, qui est à Treichville. Et quand je dis je veux dire nous, parce que j'ai commencé mes activités avec une amie qui s'appelle Diaby Aïcha. Un jour, nous nous sommes dit, nous devons faire quelque chose. Nous ne devons pas rester passifs face à ce que nous voyons. Et nous avons utilisé l'exemple de ce jeune qui, à Treichville, a changé complètement l'aspect de la rue 11 de Treichville. Il a fait l'objet de, justement, c'est lui qu'on voit à l'écran, il a fait l'objet de reportages sur France 24, sur les observateurs, etc. Et nous l'avons approché pour être coaché par lui, pour lui demander, mais comment tu as fait? Parce qu'on voit que tu as réaliser ce vivre ensemble quelque part à Treichville. Et nous sommes de Cocody, c'est pas évident. Et il nous a coachés, il nous a donné des conseils. Et nous nous sommes lancés, nous nous sommes dit, chaque samedi, systématiquement, nous allons être dans les rues pour nettoyer les ordures, dans les caniveaux, dans les rues, et en profiter pendant qu'on nettoie pour sensibiliser les riverains sur les comportements à avoir, sur le fait que chacun est responsable de sa communauté. L'ONG, lui, il a une ONG qui s'appelle My Own Business et qui signifie mon propre business, c'est-à-dire ma communauté, c'est mon business, je dois m'en occuper. Et c'est comme ça que nous avons commencé, nous nous sommes dit, même si nous sommes 2 à le faire, nous le ferons. Et nous avons institué ce qu'on a appelé les 52 semaines d'action citoyenne. Donc chaque samedi, systématiquement, qu'il pleuve ou qu'il fasse super chaud, nous sommes sur le terrain. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui avaient cette vision, qui portaient en eux cette même vision, qui nous ont rejoints sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes connus sous le nom de la Mob Team. D'accord. En tout cas, c'est un choix dans son domaine d'action, au préalable, qu'il faudrait avoir. On a parlé d'argent. Quoi qu'on dise, le bénévolat, il n'est pas gratuit, mine de rien. Il faut des moyens pour pouvoir avoir les actions que vous menez comme ça. Et comment ça se finance? Ben, pour nous, notre cadre, c'est le nettoyage. Et pour acheter, disons, des sacs poubelles, des
En tout cas, tout l'équipement requiert un financement. De nos poches. Je veux dire, je travaille, comme vous l'avez dit, je suis office manager à EDF. Cher patron, je ne suis pas en train de dire que mon salaire me suffit, mais je veux dire... Merci pour la petite revendication. Je peux utiliser quand même une petite partie de mon salaire pour acheter du matériel. Et ce qui est bien dans notre organisation, tous ceux qui viennent, on ne fait pas de cotisation, mais chacun donne de lui-même. C'est-à-dire, si on est sur le terrain et qu'on manque de râteaux, il y a toujours quelqu'un pour se désigner, pour aller acheter un râteau ou des sacs poubelles. Et donc, nous, notre approche a été un peu différente. On n'a pas voulu se constituer en ONG pour montrer à tous que des citoyens ordinaires, des citoyens lambda, avec la force de leur volonté, l'amour de leur communauté, peuvent faire une différence. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir des millions, en fait. D'accord. Et dans le reportage aussi, hein, pour compléter ce que vous dites, là, on a vu le jeune homme du Rotary qui expliquait qu'on peut donner que ce qu'on a. On peut ne même pas sortir un franc de sa poche. Absolument. On a la connaissance, on partage, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Absolument. Et on va faire une petite corrélation avec la philanthropie et l'altruisme. Okay. Le bénévolat nuancé entre ces termes-là, c'est incorporé ou c'est carrément différent? En fait, ils sont tous complémentaires. Parce que quand on parle de la philanthropie, philos, je crois, ça vient du grec, je crois, ami. Je crois bien que la racine du mot philos, c'est ami. Et donc, en fait, l'amitié, c'est un sentiment positif. Quand on éprouve un sentiment d'amitié pour quelqu'un, on sous-entend, voilà, on sous-entend justement le fait de donner sans rien attendre, on sous-entend le fait de s'entraider, on sous-entend la solidarité. Et pareil pour l'altruisme. L'altruisme, c'est la bonté, c'est-à-dire le fait d'être porté vers les autres avec de la bonté dans le cœur. Et le bénévolat, comme on l'a dit, donné gratuitement. Donc ce sont des termes complémentaires. D'accord. On va essayer d'avoir un regard à 360 degrés. On a parlé de votre structure, vous êtes vraiment bien à l'aise de parler de ce qui s'y passe. On a vu aussi, on a illustré justement avec quelques images de votre regard sur tout ce qui se passe par rapport au club, service, à des personnes même volontaires. On voit hein, sur les réseaux sociaux des groupes qui se constituent vraiment avec la main sur le corps de magnanimité, ma foi, entre guillemets, gratuite, sobre. Est-ce que cela se vérifie tout le temps ? Le sourire, il est évocateur. Il y a une hésitation qui en dit long sur la pensée, mais qu'on va partager quand même avec tout le monde. Bon, chacun vient avec ses intentions personnelles. Chacun vient avec son agenda. Tout à l'heure, quand je donnais ma définition du bénévolat, j'ai évoqué le fait qu'on le fait gratuitement, sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme. Madame Douaye, je vais te toucher encore, aller plus loin. Est-ce que des personnes n'auraient pas pour intention ou ambition de passer par la case du bénévolat pour se faire quand même voir du grand public et pour espérer, pourquoi pas demain, un positionnement à un niveau que ce soit? C'est quelque chose qu'on retrouve. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on retrouve. Ouais. D'accord. On est d'accord là-dessus, c'est déjà bien. Je suis d'accord avec ça. Mais pour revenir aux fondamentaux, il faudrait sensibiliser. Quelle serait votre démarche à ce niveau? Pour sensibiliser, je dirais que je crois en l'aspect, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je crois en Dieu. Mais si, bien sûr, voilà, chacun sa foi. Je crois en l'aspect spirituel de toute chose. Et je crois que quand on dit « mon prochain », c'est tout le monde, ce n'est pas juste mes parents, mes amis, les gens de ma classe sociale. Et donc, pour ceux qui sont portés vers l'être humain, et je pense qu'il y a plus de gens qui aiment que plus de gens qui haïssent, le bénévolat serait un moyen d'expression de ce que vous avez en vous pour les autres. C'est une façon de... Ça favorise le vivre ensemble, en fait. On parle beaucoup de ce terme, le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble se manifeste par des actes concrets. Quand on aide des gens, on va dans une autre communauté que la sienne et qu'on aide, il y a des liens qui se tissent. On fait des rencontres. Et nous-mêmes, on grandit au retour. Donc,
Pour encourager quelqu'un, je dirais, essayez ne serait-ce qu'une seule fois de participer à des activités bénévoles. Vous allez ressentir quelque chose qui, moi, je le dirais, qui n'est même pas du domaine du physique, c'est plus du domaine du spirituel. Parce que pour moi, c'est l'amour qui fait tourner les choses. Bien vrai qu'on a l'impression que c'est l'argent qui fait tourner les choses, mais en réalité, c'est l'amour qui fait tourner les choses. Et à ce niveau-là, il faudrait aussi peut-être, pourquoi pas, inciter les personnes. Il ne faut pas se dire qu'on a besoin de forcément de grands moyens. On démarre tout doucement. Vous avez démarré déjà avec quel moyen en tant que tel? Parce qu'on a vu là, il y avait des équipes qui avaient des chasubles. Ouais. Ça se fait progressivement ou c'est un coup? Non, progressivement. On a commencé avec 2 paires de bottes. J'avais une paire de bottes, Aïcha avait une paire de bottes. On a commencé avec, je crois, 5 râteaux, environ 5 sacs poubelles. Mais notre première activité a quand même drainé énormément de monde. C'était à la CNPSJB. Donc, on a commencé avec vraiment très peu, extrêmement peu de moyens. Mais même ce jour-là, sur place, il y a des gens qui ont acheté des sacs poubelles parce que bon, la zone qu'on a nettoyée était assez large. Donc, c'est histoire de dire que vous n'avez pas besoin de grands moyens pour commencer. Et à titre d'anecdote, il y a des jeunes filles qui sont venues me trouver un jour et qui m'ont dit qu'elles voudraient que je sois leur mentor. Elles avaient ce projet magnifique de faire un genre de mentorat à l'université, c'est-à-dire quelqu'un de 3e année, être le mentor de quelqu'un de 1re année. Et elles voulaient faire un lancement, je leur ai dit, pour ce que vous avez appris, et puis vous êtes en 4e année, vous n'avez pas besoin de moyens pour dire à un étudiant, je peux t'aider. Je sais par quelles difficultés tu passes, on n'a pas besoin de moyens. L'expérience a fait son... L'expérience, vous avez cette expérience que vous pouvez passer aux plus jeunes, à ceux qui sont après vous. Donc, comme vous l'avez dit, on n'a vraiment pas besoin de grands moyens pour commencer quelque chose. En fait, il s'agit juste de jeter un regard nouveau sur sa communauté. Par exemple, on a beaucoup de jeunes qui traînent dans les quartiers. Et il y en a d'autres, par exemple, qui se débrouillent, qui travaillent. Pourquoi ne pas approcher un ou deux de ces jeunes, les prendre sous son aile et leur parler de leadership, leur parler de changement de mentalité? Même si le message ne va pas faire tache d'huile, sachez qu'il y a au moins une personne qui sera touchée. À ce niveau-là, je voulais savoir comment se structure une action de bénévolat. Parce qu'on commence parfois on est seul, à 2. Après, comment ça se structure pour attirer du monde? Ou c'est du bouche à oreille? Comment ça se passe? Nous, personnellement, nous avons énormément utilisé les réseaux sociaux. D'accord. Donc, c'est le canal que nous avons le plus utilisé et particulièrement la plateforme Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire. Le fondateur Thierry Kofi nous a permis, il a vu que c'était positif, donc il nous a permis de communiquer à volonté sur cette plateforme qui compte près de 250 000 membres. Et donc, ça a aidé à porter le message que nous avions aujourd'hui. Nous sommes à la RTI. Parlons donc on va dire, d'outils et de visibilité. Est-ce qu'il faudrait systématiquement médiatiser ces actions? Comme on le dit, quand on donne, il faut cacher, il ne faut pas montrer. Et dans ce cas, est-ce qu'il faut montrer? Je pense qu'il faut médiatiser. Si on veut que le bénévolat devienne une valeur nationale en Côte d'Ivoire, il faut le médiatiser, il faut le promouvoir. Et on ne peut pas le promouvoir quand on le fait en sous-bassement. Il faut pouvoir montrer aux gens que des citoyens ordinaires se sont engagés dans telle action ou d'autres se sont engagés dans telle autre action. Donc en fait, c'est vrai que... Quelle orientation donner à cette médiatisation pour vraiment, on va dire, isoler toute envie de quelqu'un de se positionner dans la sphère publique? Qu'est-ce qu'il faut distiller comme information? Il faut éviter le langage politique. Voilà. Il faut éviter le langage politique quand on fait du bénévolat. Et le langage personnel aussi. Et le langage personnel. J'ai fait, j'ai absolument. Comme si, voilà. C'est nous, comme vous l'avez constaté, quand je parle, je dis nous, parce que ce n'est pas une personne qui le fait, c'est une équipe, c'est une team. Donc, on fonctionne en team. Donc, éviter le langage politique, éviter le langage personnel. Très bien. Et là, aujourd'hui, vous en êtes à combien de membres? Le bébé, il a grandi? Le bébé a beaucoup grandi. Donc, Trècheville, Cocody, Bassam, Port-Boué,
Je dirais, en gros, hein, au cours de l'année dernière, nous avons eu à peu près, je dirais, 1 millier de bénévoles. Puisque sur les actions, il y a des gens qui viennent une fois, mais nous le disons toujours, même lorsque tu viens une fois, tu fais partie de la team, parce que toi, au moins, tu as donné du temps. Donc, je dirais 1 millier de personnes, mais le noyau dur, nous sommes une centaine de personnes, sinon 150, parce que nous avons des équipes qui se constituent un peu partout, en fait. À ce niveau-là, il faut préciser que c'est vraiment pas contraignant, hein. Quand on a le temps, on y va, on apporte quelque chose, on peut repartir dans sa vie et revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, nous sommes là pour accueillir toujours à bras ouverts. D'accord. Et votre ONG, c'est pas une ONG, c'est pas une ONG. Votre ASOS, oui, on peut le dire ainsi, elle se déploie un peu sur tout le district d'Abidjan, c'est ça? Tout le district d'Abidjan, en espérant que, je sais qu'à l'intérieur du pays, nous faisons des émules. Il y a des gens qui nous ont contactés, nous leur avons dit commencer et quand nos agendas le permettront, nous allons vous rejoindre sur le terrain, mais le but, en fait, c'est d'inspirer les autres, nos concitoyens. Vous avez un point précis où on peut vous contacter pour, pourquoi pas apporter des balais, des bottes, des sacs poubelles, de quoi faire avancer au mieux et véritablement ce bénévolat actif-là? Absolument. Nous, comme je l'avais dit, nous avons on l'appelle le mentor inspirateur Adama Keïta, qui à Treichville, il a créé une sorte de QG de la MOB. Donc, toute personne qui aurait des dons en matériel peut se rapprocher de Adama Keïta. Il est très connu à Treichville. Là, il est en train de préparer une grande action, surtout Treichville, de ravalement des façades. Donc, c'est l'endroit indiqué pour tout don. En somme, c'est une véritable réalité, le bénévolat. Il faut toutefois bien définir ses motivations quand on y entre pour ne pas se perdre en chemin. Absolument. Merci beaucoup, Madame Douaille, d'être passée. Et puis, on espère que vous allez rester encore un petit moment pour rendre bien propre à Abidjan et pourquoi pas tout le territoire. Notre slogan, c'est « Un jour, Abidjan sera comme Kigali ». Ah, ben super. Et on espère que ce jour-là va arriver très tôt. Pendant ce temps, on vous souhaite, entre-temps, on vous souhaite un bon week-end. Et puis, on se reverra lundi, qui est un autre jour.